Je suis ravi d'être là. On m'a parlé plusieurs fois de Web Today. C'est la première fois que je viens et j'ai très hâte de découvrir cet événement qui, il paraît, est un des meilleurs événements, une des meilleures conférences. C'est Olivier Ezrati qui m'a dit ça de France. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai un rôle qui est assez difficile parce que quelque part, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de jouer l'oracle aujourd'hui et de vous dire un petit peu ce qui se passe dans la Silicon Valley et peut-être les prochaines tendances de la Silicon Valley. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Carlos Diaz et aujourd'hui je suis General Partner chez The Refiners. Donc The Refiners, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement avec une particularité, c'est qu'on investit sur des startups qui sont étrangères et on les aide à venir s'installer dans la Silicon Valley. On fait ça comment? On investit de l'argent, on investit du temps et surtout du réseau, on ouvre notre réseau. En fait, ça fait 7 ans que je suis dans la Silicon Valley. J'ai créé The Refiners avec deux autres partenaires qui s'appellent Géraldine Lemeur, que vous connaissez peut-être, et Pierre Gobil. Et à nous trois, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans la vallée. Et ce qui est très intéressant dans la Silicon Valley, c'est qu'il y a 30 ans, les Français qui venaient dans la Silicon Valley, ils venaient ouvrir des restaurants ou des boulangeries. Il y a 20 ans, ils sont venus travailler pour des startups américaines, pour tous les big guns. C'est très intéressant parce que vous pouvez aller dans n'importe quelle grande société, grande startup de la Silicon Valley, vous allez toujours trouver un Français à un poste clé. Et il y a un phénomène depuis un peu plus de 5 ans où en fait on voit arriver des Français dans la Silicon Valley qui ne sont pas là pour ouvrir des restaurants, qui ne sont pas là pour travailler pour Facebook ou Google, mais qui sont vraiment là pour créer leur startup. Et on a une génération d'entrepreneurs, une communauté. Les Américains nous appellent la French Mafia, et ça commence à devenir assez important. Et donc, on est là-bas depuis un petit bout de temps, et on voit arriver énormément de startups, vous, qui venez nous voir dans la Silicon Valley. On vous reçoit avec plaisir, on vous parle, et on vous explique. Vous avez toujours la même question, qui est « Est-ce qu'il faut que je vienne m'installer dans la Silicon Valley ?» La réponse n'est pas oui systématiquement. Et on s'est rendu compte que en fait, l'aide qu'on pouvait vous apporter n'était pas suffisante. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis. On est environ 200 entrepreneurs. Ce n'est pas un aquarium de Français. On a des gens comme Reid Hoffman, qui était dans l'actualité cette semaine, qui font partie de The Refiners, Joe Ito, qui est patron du MIT Media Lab, Gary Vaynerchuk, que vous connaissez peut-être, Phil Libin, qui est le fondateur de Evernote et partenaire chez General Catalyst. Et on est environ 200 à avoir créé ensemble un fonds d'investissement, mais aussi un réseau de mentors pour aider les entrepreneurs qui viennent du monde entier. On pense que l'innovation, elle est partout, à Nantes aussi, et que, bon, si vous faites de la moutarde, il faut aller à Dijon, ça c'est clair. Si vous faites de la tech, vous avez certainement quelque chose à faire dans la Silicon Valley, donc on veut vous aider à venir vous installer dans la Silicon Valley. C'est ce qu'on fait avec The Refiners. Voilà un petit peu. Donc, si vous connaissez des super projets de start-up qui ont une ambition globale et qui veulent se développer dans la Silicon Valley, je suis là toute la journée. Mon boulot, c'est chien truffier. Donc, je cherche les pépites et je les aide à s'installer dans la vallée sans partir de leur région. On est dans un modèle cross-border où on pense qu'il faut être global d'emblée. Et on peut rester à Nantes et se développer dans la Silicon Valley en même temps et faire ça le plus vite possible. Voilà pour la présentation de The Refiners. Donc, c'est un programme d'accélération. Il y en a 2 par an. Dans la Silicon Valley, on se présente comme un programme d'invasion. On est une invasion programme. Donc, il faut savoir que 54% des cofondateurs dans la Silicon Valley ne sont pas nés aux États-Unis. Donc, la Silicon Valley a l'habitude d'accueillir des startups du monde entier. On ne parle pas de batch, on parle de fleet. Et notre prochaine flotte débarque à San Francisco le 12 septembre. Donc, si vous voulez participer à cette flotte, on accueille entre 12 et 15 startups dans notre prochaine flotte. Vous pouvez aller sur notre site therefiners.co. Donc, parlons maintenant de la Silicon Valley. C'est ce que je dis souvent, et c'est une analogie. Les gens qui me connaissent un petit peu, ils disent que je suis le Chief Metaphor Officer. Donc j'adore faire des métaphores, elles ne sont pas tout le temps super heureuses, je suis désolé. Mais une des métaphores que j'aime bien en parlant de la Silicon Valley, c'est que je compare la Silicon Valley à Hollywood. C'est un écosystème qui est très très particulier, avec des codes, des valeurs, et surtout des tendances. Comme à Hollywood, il est très important de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, quels sont les phénomènes, les trends de la Silicon Valley quand on vient dans la Silicon Valley.
L'exemple que je donne avec Hollywood, c'est que si vous venez à Hollywood avec un scénario, avec un western, alors qu'en ce moment on est en train de faire des films avec des super-héros, ben, vous n'êtes pas dans le bon mood. Ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas bon, mais c'est simplement que vous ne répondez pas aux tendances qu'il y a dans la Silicon Valley. Le problème, c'est que bien évidemment, ces tendances-là, elles changent tout le temps. C'est un univers, c'est un écosystème qui est complètement mouvant. Et quand vous regardez d'ailleurs les startups qui cartonnent aujourd'hui dans la Silicon Valley, le socle technologique de ces startups-là est finalement assez faible. Quand vous regardez Uber, Facebook, Airbnb, Twitter, le socle de départ, le socle technologique, était finalement très bas. Et ce qui fait le succès de ces startups-là, c'est avant tout le time to market, c'est-à-dire cette capacité à s'inscrire dans le bon timing, avec une offre qui est absolument disruptive. On ne vient pas dans la Silicon Valley pour faire mieux, on vient dans la Silicon Valley pour faire différent. Ça, c'est Steve Jobs qui nous l'a appris, pas avec l'iPhone. Il nous l'a appris en 1994 avec la sortie de l'iMac, et je suppose que vous vous rappelez de cette campagne de publicité qui est à l'époque de l'iMac, enfin pas pour les millennials, désolé, mais pour ceux qui sont un peu plus vieux, où la campagne c'était Think Different. Et je pense que ça, c'est une des choses très intéressantes dans la vallée, et c'est cette capacité à venir avec des modèles qui viennent disrupter, comme disent les Américains, le status quo existant, et qui viennent proposer une autre alternative. Uber, effectivement, on y pense à bien évidemment Airbnb ou des géants comme ça. Et la force des startups de la Silicon Valley, c'est justement d'être dans la nouveauté, dans la disruption et dans la différence. Donc si vous avez un modèle qui est différent, vous avez une chance d'exister dans la vallée. Donc Hollywood, le problème, c'est que si vous ne connaissez pas justement ces tendances, vous pouvez être très seul, vous sentir très seul en fait dans la vallée. Donc c'est très très important de bien comprendre ce qui se passe dans la Silicon Valley et de s'adapter finalement à ces phénomènes actuels. Donc je vais lister avec vous quelques tendances actuelles de la Silicon Valley. Alors, c'est mon point de vue, c'est loin d'être exhaustif. Je prends un risque énorme en faisant ça avec vous, parce que je vais me planter, bien évidemment, sur la moitié d'entre elles, ou peut-être même plus. Vous risquez peut-être même d'être pas d'accord avec certains trucs, c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment et les technologies qui paraissent être vraiment disruptives et celles qui risquent de faire la différence dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces tendances-là, c'est les tendances qui aujourd'hui sont financées par les investisseurs. Donc vous allez voir à peu près où est-ce que l'argent, qui est un élément déterminant dans la Silicon Valley, bien évidemment, dans quelle catégorie est-ce que l'argent est investi en ce moment. Je prends un petit moment pour boire. Et c'est parti. Alors, la première chose qui, moi, m'a énormément surpris, enfin pas surpris, mais qui est vraiment très fort en ce moment, et j'ai mis bien évidemment une photo de Gyroptic, qui est une société française, c'est aujourd'hui tout ce qui est virtual reality est véritablement quelque chose qui est regardé de très près par la Silicon Valley. Il y a, je pense que ça tient essentiellement au fait que la virtual reality, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui a changé fondamentalement dans ce domaine-là, c'est le coût des appareils de virtual reality qui sont passés, par exemple pour les casques chez Samsung, en dessous de la barre des $100 et qui a complètement démocratisé l'usage, enfin en tout cas l'accès à cette technologie qui existait déjà, mais le grand public n'avait pas forcément accès à cette technologie-là. Et c'est vrai qu'avec cet accès avec Oculus, avec les casques proposés aujourd'hui sur le marché, on est complètement... le consommateur s'empare en fait de cette technologie-là. Il y a un vrai problème malgré tout, on n'y est pas encore, c'est la technologie est là, ça marche. Vous savez, dans la Silicon Valley, on dit il y a deux catégories de personnes sur Terre. Il y a ceux qui considèrent que la virtual reality va changer le monde, et il y a ceux qui ne l'ont pas encore essayé. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on catégorise, c'est le côté très radical en fait de la Silicon Valley. Mais il y a un problème, c'est qu'on n'a pas encore découvert le must-have. Il y a une vraie problématique sur les contenus.
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'application, l'usage parfait de cette virtual reality. Je ne sais pas, j'en ai pas vu ici, mais dans la Silicon Valley, on croise quelquefois des gens dans des bars avec des casques de réalité virtuelle. Je me suis un peu trimballé en France ces derniers jours. Je n'ai pas vu ça. Il y a forcément un problème là de behavior, de comportement qui est un petit peu antisocial et qui sépare fortement en fait, les gens. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, il y a des gens qui réfléchissent. Je parlais avec quelqu'un qui faisait de la réalité virtuelle et qui me disait qu'il avait enlevé l'élastique en fait, du casque de réalité virtuelle parce que les gens se trouvaient beaucoup moins bêtes s'ils tenaient le casque eux-mêmes. Parce que le problème, c'est les bras ballants, quoi, en fait. Donc, on a un peu l'air d'un con quand on est avec un casque de réalité virtuelle. Et donc ça ramène la réalité virtuelle plutôt dans un cadre individuel, personnel, à la maison. Et on n'a pas encore trouvé l'application type en fait, sur la réalité virtuelle, mais il y a un vrai appétit. En tout cas, tout le monde dans la Silicon Valley bosse très très fort sur ce sujet-là. Personnellement, à mon avis, bien évidemment, quand on parle de réalité virtuelle, on pense immédiatement au jeu. Et moi, personnellement, je pense que ce n'est pas forcément l'application, c'est l'application forcément la plus évidente, mais ce n'est pas forcément l'application la plus intéressante. Moi, dans la réalité virtuelle, ce qui m'excite, au sens américain du terme, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est justement tout ce qui est user-generated content. On a une quantité phénoménale de contenu vidéo, par exemple sur YouTube, avec des vlogueurs qui font de la cuisine ou des choses comme ça. Imaginez que je mette un casque de réalité virtuelle et je me retrouve immergé dans cette vidéo-là, et que le gars qui est en train de faire la cuisine, je l'entends, je le vois, mais je suis dans la cuisine avec lui, je peux regarder sur le feu, je peux regarder sa préparation. Et je pense que là, il y a un champ des possibles qui est absolument incroyable, avec un contenu qui est beaucoup plus facile à développer, et notamment des caméras comme Gyroptique vont nous permettre de le faire beaucoup plus facilement, que le jeu ou que le cinéma, qui demande des productions beaucoup plus fortes, encore une fois, et on l'a vu par le passé, que c'est souvent le user-generated content qui drive les usages. Je suis désolé, je vais parler comme Jean-Claude Van Damme. Quand j'étais en France, je me foutais de lui quand il parlait avec des anglicismes mystérieux, et maintenant c'est moi qui me transforme en Jean-Claude Van Damme. Donc c'est souvent le user-generated content qui va transformer les usages, et je pense que c'est ce qu'on va voir. On sait que YouTube travaille très très fort en ce moment à toute sa plateforme de vidéos, notamment de 360 vidéos et de VR. Et on voit aussi que YouTube est un petit peu à la ramasse sur ce sujet-là, donc on pense qu'ils vont revenir avec quelque chose. Et je pense que l'adoption de la réalité virtuelle ou de toute autre réalité augmentée, qu'elle soit augmentée, ou il y a un autre terme aujourd'hui dans la vallée qui est le MR, Mixed Reality, où on mixe en fait le réel et le virtuel. Et puis il y a un géant dans la vallée, enfin, il n'est d'ailleurs pas dans la vallée, mais en tout cas, il y a une boîte qui se construit depuis déjà quelques temps, c'est Magic Leap. Personne ne sait exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont orchestré une communication fabuleuse, et on attend tous de voir ce que Magic Leap va inventer, et on est tous très impatients de voir ça. Donc ça, c'était le premier trend. Le deuxième trend, super important, tout le monde en parle, c'est bien évidemment la notion d'intelligence artificielle. L'AI, les grands gourous de la Silicon Valley pensent que l'intelligence artificielle va venir révolutionner les usages aussi fondamentalement et aussi brutalement qu'a pu le faire, par exemple, le mobile il y a quelques années. Donc, je vous invite vraiment à regarder de très très près ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que ça va modifier radicalement les tendances et notre façon de consommer et d'appréhender. Alors ça pose bien évidemment tout un tas de questions éthiques, et je sais bien que les Français qui sont énormément intéressés par la morale auront plein de choses à dire, et j'espère qu'ils ne se perdront pas dans le débat et n'oublieront pas quand même de faire des choses, et pas simplement de penser à ça, mais aussi de le faire. Mais c'est clair que l'intelligence artificielle, elle est là, elle est disponible. Il y a par exemple IBM qui a
un moteur qui s'appelle Watson d'intelligence artificielle qui est assez bluffant et qui aujourd'hui commence à l'utiliser depuis déjà quelques temps et qui le met à disposition de certaines startups. Et ça, c'est intéressant à regarder. Et puis, il y a eu un petit mouvement de buzz il y a quelques mois dans la vallée où tout était bot. Il suffisait de mettre bot derrière le nom de votre startup et tout d'un coup, vous deveniez sexy. Ces bots, c'est quoi? Ce sont ces agents intelligents qui, et notamment dans le domaine du e-commerce, on attend énormément de ça, où finalement, on va rentrer dans un web qui est conversationnel. Imaginez un site de e-commerce dans lequel vous n'êtes plus en train de rechercher, de naviguer à travers une arborescence, mais vous êtes en train de parler ou de chatter, peu importe, sous forme de texte et bien évidemment sous forme de voix. La voix devient la nouvelle interface. Donc imaginez la transformation du web si la voix est l'interface en termes comment dire, d'accuracy, c'est-à-dire aidez-moi, de précision, merci, de précision de cette voix. On est aujourd'hui à peu près à 95%. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, on était à 90%. Aujourd'hui, on approche 95%. Ce n'est pas suffisant. Le problème avec ça, c'est que tant qu'on n'est pas à 99%, l'usage n'est pas optimal. À 90%, ça ne marche pas. À 95%, c'est intéressant. Et à 99%, ça devient l'élément essentiel, forcément, qui va être utilisé à tour de bras. On n'y est pas, mais en tout cas, on a une certitude maintenant dans la Silicon Valley, c'est qu'on y sera dans les quelques années qui viennent. Et donc, la voix devient la nouvelle interface pour dialoguer. Siri a été, bien évidemment, un des précurseurs sur ce sujet-là. Je pense qu'on va voir arriver des choses très, très intelligentes et très bientôt dans ce domaine-là. Et quand vous mixez la voix avec l'artificial intelligence, eh ben, on n'est pas très, très loin d'un être presque aussi intelligent que l'humain. Il restera, d'ailleurs, moi, quand je regarde mes enfants, je me dis que les carrières autour de la créativité, des artistes et des choses comme ça sont des choses qui deviennent maintenant de plus en plus sexy et qu'il faut regarder de très très près parce que ça, c'est des choses que les agents intelligents et que les bots et que l'artificial intelligence ne sait pas faire. Si j'étais conseiller dans une banque, je me ferais un petit peu de soucis parce qu'on ne va pas tarder à arriver ou même médecin, sur certaines pathologies simples, des choses comme ça. Je pense que certains bots vont débarquer sur ce sujet-là. Donc, VR, intelligence artificielle et la voix comme nouvelle interface, élément très important. Un autre élément, alors ça, on en parle depuis longtemps, c'est le data. La data qui devient the new oil, comme on dit dans la vallée, c'est vraiment aussi important que le pétrole, j'ai envie de dire, même si le pétrole devient de moins en moins important, et la data devient de plus en plus important. Et ça paraît normalement, cette data. Ce qui est intéressant là-dedans, on en parle depuis longtemps, je ne vais pas vous faire un topo sur la big data, le machine learning et le deep learning, etc. etc. Mais si vous avez des projets autour de ça, c'est très intéressant. Maintenant, en même temps, pour moi, c'est une menace pour toutes les startups. Parce que, comment expliquer? La data devient tellement critique que j'ai peur que seuls les big guns de la vallée qui ont accumulé un nombre de data absolument exceptionnel, que ce soit Google, que ce soit Facebook ou les autres, soient les seuls finalement en capacité maintenant à innover. Il y avait une pensée dans la Silicon Valley où l'innovation venait des petits, venait de la base, sauf que maintenant, si la data est the new oil, ça va être très difficile à une startup qui débute et qui, effectivement, n'a pas de data encore collectée, de créer des usages et de nouvelles expériences sur la base d'une data qu'elle n'a pas. Et que je pense que ceux qui vont véritablement innover dans les années qui viennent, c'est ceux qui détiennent cette data. Et ceux qui détiennent cette data aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Google, c'est tous ces géants aujourd'hui déjà installés. Donc on risque de voir de plus en plus d'innovations, non pas de start-up
émergentes, mais surtout de startups déjà très très installées, si encore on peut parler de startups quand on parle de Google ou de Facebook. Ensuite, bon, là aussi vous apprenez rien, mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est que la Silicon Valley, il y a quelque temps, on pensait que ce n'était qu'une question de technologie et que c'était sympa, c'était des mecs dans des garages qui fabriquaient de la tech sur le web et puis qui avaient des usages, etc. Il faut comprendre que la Silicon Valley a décidé de s'attaquer à l'ensemble de la planète et à l'ensemble des sujets de la planète. C'est-à-dire que les entreprises de la Silicon Valley, et les gens, d'ailleurs, quand vous parlez, d'ailleurs, les Français, ça fait sourire les Français quand vous demandez aux Américains, enfin, à ceux qui sont dans la Silicon Valley, what are you doing? Et qui vous répondent, we try to make a world a better place, essayer de changer le monde et de rendre le monde meilleur. Souvent, les Français considèrent que c'est juste, ils sont forts, ces Américains, et ils savent faire du marketing. Je vous le dis, ils le pensent sérieusement. C'est-à-dire que ce n'est pas une joke, ce n'est pas un effet de langage, c'est aujourd'hui, il y a dans la Silicon Valley une pensée très très forte qui considère que, à notre époque, la technologie et l'usage de cette technologie peut radicalement modifier le monde dans son ensemble, et pas simplement des aspects technologiques, mais des industries entières. En ce moment, la Silicon Valley s'attaque à un géant, un pan industriel géant, qu'on avait dit moribond, dans lesquels les marges étaient bien évidemment ridicules, et on avait dit qu'il n'y avait rien à faire là-dessus. Et il s'attaque aujourd'hui au domaine de l'automobile. Aujourd'hui, les gens qui innovent dans l'automobile, c'est qui? C'est Tesla, c'est Uber et c'est Google. C'est eux, et ces trois sociétés sont des sociétés de la Silicon Valley. Ceux qui font avancer le plus rapidement aujourd'hui le secteur de l'industrie automobile, ce sont trois sociétés de la Silicon Valley. Je m'attarde sur Tesla. Alors, alléluia, ça y est, depuis la mort de Steve Jobs, ça y est, nous avons notre nouveau messie, il s'appelle Elon Musk. On a vécu une petite période où la fumée, comme chez le pape, n'était pas encore, c'est quoi, blanche. Et ça y est, la fumée est blanche, on a notre nouveau messie, il s'appelle Elon Musk. Et il faut avouer que ce mec est quand même assez exceptionnel. Si on regarde sur Tesla, vous avez certainement suivi ce qu'il a fait avec le modèle S3, où finalement Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait avec ce modèle S3? Il nous a fait un Kickstarter à l'échelle industrielle. Moi, je serais Renault, je regarderais ça, je me dirais « Wow, something just happened », ça c'est clair, où on a un Elon Musk qui arrive et qui nous sort un véhicule, qui nous le montre sommairement, qui nous explique qu'on peut le précommander, ça coûte 1 000 $, okay, qu'on ne l'aura pas tout de suite, normalement en 2018, mais ce n'est pas sûr non plus, donc on est vraiment dans l'ordre de Kickstarter, et qui lance les précommandes, et qui en l'espace de 72 heures arrive à enregistrer 400 000 commandes de véhicules de S3. Au passage, il fait rentrer 400 millions, puisque c'est 1 000 $ de précommande dans les caisses de Tesla, ce qui est pas mal, en fait, pour un Kickstarter. Je n'ai pas encore vu de Kickstarter à 400 millions, en fait, mais Elon Musk, lui, il a fait son propre Kickstarter, qui fait rentrer 400 millions dans les caisses de Tesla, mais qui surtout, parce qu'on sait que Tesla ne sait pas produire 400 000 véhicules, aujourd'hui Tesla produit de l'ordre de 60 à 80 000 véhicules par an, donc là, tout d'un coup, il se retrouve avec une prise de commande de 400 000 véhicules qui représentent environ 12 milliards de dollars. Okay, la société passe d'un état A à un état B qui est complètement différent en l'espace de 72 heures. Qu'est-ce que fait, bien évidemment, Elon Musk avec ça? Il a 400 millions de dollars dans ses caisses. Mais il est tout d'un coup à la tête d'une boîte qui a une commande de 12 milliards de dollars. Je vous donne juste un exemple. Vous savez combien Ford vend de véhicules par an aux États-Unis? 225 000. En un an. Tesla en vend 400 000 en 72 heures. Quelque chose se passe.
Et donc, Elon Musk se retrouve à la tête d'une boîte qui a 12 milliards de commandes, 400 000 véhicules de précommandés, où les gens achètent cette voiture. Je ne sais même pas s'ils veulent vraiment une voiture ou simplement participer à un phénomène mondial qui change la planète, parce que quand on achète une Tesla, on a l'impression de changer le monde. Ça me rappelle qu'on n'achète pas une voiture, on participe à une modification profonde du système mondial. Et bien évidemment, avec cette commande-là, il va sur le marché et il revalorise complètement Tesla. C'est-à-dire qu'entre le samedi où il annonce ça et le mardi où il a 400 000 commandes, vous imaginez bien que la valeur de Tesla a été démultipliée. Il faut savoir que Tesla, les constructeurs automobiles se satisfont de 3-4% de croissance de leurs ventes par an. Tesla enregistre 75% de croissance de ses ventes depuis des années, année par année. Donc, pour un mec qui ne connaissait rien à l'automobile, il y a encore quelques années, c'est assez révolutionnaire. C'est de ça dont est capable la Silicon Valley, de modèles disruptifs comme celui-là. Ce qui est très intéressant dans l'automobile, c'est que, et notamment, je ne parle pas de Tesla, mais de tous ces services de voitures avec chauffeur, c'est que le siège arrière devient aujourd'hui le siège le plus critique, finalement, dans la voiture. Et ça, c'est complètement nouveau. Il y a eu beaucoup d'innovations sur l'avant du véhicule, sur les 2 premières places du véhicule, surtout celle du conducteur. Mais finalement, aujourd'hui, et c'est marrant parce que ça vous fait repenser aux véhicules au tout début du siècle, en fait, où c'était à l'arrière que ça se passait et pas forcément à l'avant, on revient dans ce phénomène-là. Donc je pense qu'on va voir aussi tout un tas d'innovations dans les véhicules à l'arrière du véhicule et pas simplement à l'avant du véhicule. Donc des zones d'innovation là-dessus. Oups. Way too much. OK. Ça paraît pas très révolutionnaire, mais c'est un truc auquel je pense, que je crois qui est très important. En tout cas, c'est un des sujets que nous, on regarde chez The Refiners. Donc, en gros, si vous avez des projets qui sont dans ces catégories-là, nous, ça nous intéresse énormément. Ça, pour nous, c'est des feux qui s'allument quand une de vos startups est sur un de ces sujets-là. Et un des sujets qui ne paraît pas très sexy comme ça, c'est la cybersécurité, et notamment toutes les notions de privacy, qui devient maintenant quelque chose d'essentiel. On ne peut plus faire de compromis avec ça. On regarde notamment chez The Refiners une société qui s'appelle Stash, et qui a démocratisé, qui est en train de démocratiser la cryptographie en la mettant entre les mains, pas des entreprises, ou avec des solutions super simples, où avec un clic droit, je peux crypter un document et l'envoyer à quelqu'un, que je sois dans Facebook, mon message, mon mail, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. On l'a vu encore la semaine dernière, où Mark Zuckerberg lui-même s'est fait hacker son compte Twitter et son compte Instagram. On connaît tous les leaks qui ont eu lieu pour certaines célébrités à Los Angeles. Je n'ai pas mis les photos, mais j'aurais pu vous mettre les photos, ça aurait été plus sympa. Je pense que ça, c'est un sujet qui va être très, très intéressant. Et puis, on connaît tout le débat qu'il y a eu auprès de Apple et de Google. Il y a une forme de Divine Shield qui, aujourd'hui, est créée par Apple et Google, qui a dit non, il est hors des questions d'enlever les éléments de cryptographie de nos appareils et de nos usages. La privacy est un élément fondamental de nos produits. Et il y a une sorte de blanc-seing qui a été créé comme ça, et je pense qu'on va voir s'engouffrer tout un tas de startups là-dedans pour gérer ces notions de cybersécurité et de privacy. Ça va redevenir un sujet très intéressant et à la mode, et ça l'est déjà. Et donc ça aussi, c'est une tendance que je vous invite à regarder très précisément. Ça marche. Hops. Là aussi, élément où on peut se dire rien de neuf sous le soleil, mais le messaging est un élément très important aujourd'hui dans la Silicon Valley. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous voulez cibler les millennials, ça ne sert à rien d'essayer de leur passer un coup de fil, ils ne décrochent plus, en fait, le téléphone. Je pense que même vous, on l'entend de plus en plus quand on appelle au téléphone, quand on tombe sur les boîtes vocales, il y a un message qui vous dit « je n'écoute plus ma boîte vocale, ce n'est pas la peine de me laisser un message ». En revanche, si je vous ping sur Facebook, sur WhatsApp ou sur Twitter, les gens répondent immédiatement. C'est assez marrant d'ailleurs, en fait, de voir que
Donc, la communication est en train de se déplacer et les services de messaging deviennent omnipuissants. On a une start-up française aujourd'hui qui fait un carton sur le sujet, enfin qui fait un vrai bon boulot, c'est Tribe de Cyril Paglino. Je sais qu'il intervient aujourd'hui, on s'est vu hier soir. C'est très intéressant ce qu'il fait puisqu'il a un service de messaging vidéo. Et je vous invite à l'écouter. Il n'y a pas beaucoup de start-up françaises sur le sujet du B2C et du messaging qui arrivent à percer dans la Silicon Valley. Tribe en fait partie, avec une expérience très intéressante. Le messaging, c'est devenu la forme aujourd'hui de communication et d'échange privilégié pour les nouvelles générations. Avec une chose très intéressante, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui de créer from scratch, et pourtant c'est ce que fait Cyril, une application de messaging nouvelle. Et ce dont moi je parle, c'est de la conversation, mais qui est de embedded conversation, c'est-à-dire que grosso modo, on va voir arriver de plus en plus de messaging intégrés dans d'autres plateformes et pas simplement des standalone applications from scratch qui vont se créer comme ça ex nihilo, mais de plus en plus de conversations vont exister à l'intérieur des plateformes déjà existantes. On pense notamment aussi dans le domaine professionnel à Salesforce et le rachat cette semaine de Microsoft, de LinkedIn par Microsoft pour 26 milliards de dollars. Je suis à peu près certain que vous allez voir débarquer dans les outils de LinkedIn et dans les outils de Microsoft et dans cet produit cumulé très intéressant qu'ils sont en train de développer, des fonctions de messaging très très fortes. Quand vous regardez le stack que Microsoft a à disposition, autant je ne suis pas un Microsoft boy, hein, je ne suis pas un super fan de Microsoft, mais je dois avouer que le travail qu'est en train de faire Microsoft, et quand on regarde les dernières acquisitions qu'ils ont faites, sont plutôt intelligentes, sont plutôt pertinentes, et on est impatient de voir ce qu'ils vont faire, parce que je pense qu'ils ont entre les mains maintenant quelque chose de très très intéressant. Et je pense, en fait, là aussi, ça revient à ce que je vous ai expliqué un petit peu avant. Ce que Microsoft vient de faire en rachetant LinkedIn, c'est au-delà d'acheter une plateforme et d'un outil, ils viennent de racheter de la data. Et une des meilleures data dans le monde professionnel aujourd'hui qui existait, elle est dans LinkedIn. C'est nous, hein, mais LinkedIn détient énormément d'informations. Quand vous regardez les big guns aujourd'hui dans la Silicon Valley, Facebook a énormément de data, Google a énormément de data, Twitter a un peu de data. Tout le monde rêverait d'avoir la data de Twitter. Mais Microsoft, finalement, avait peu de data. Et en rachetant LinkedIn, ils viennent de racheter énormément d'informations sur nous tous, avec bien évidemment cette petite teneur B2B que Microsoft aime bien. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense, dans le rachat de LinkedIn, plus que la plateforme, c'est la data. Je vous disais, data is the new oil. Et Microsoft vient de s'acheter un champ d'oléoduc dans le domaine du B2B avec LinkedIn. 26 milliards, ce qui valorise votre data individuellement de l'ordre de 59 $. C'est-à-dire que, voilà, je vaux 59 $, vous valez 59 $. Je ne sais pas combien on est dans la salle, quoi, en fait. Mais on représente déjà un paquet de pognon aujourd'hui. On devrait le demander, d'ailleurs, à LinkedIn. Voilà. Il me reste 6 minutes. Je voulais être un peu provocateur là-dessus, pour terminer. Je vous mets en garde, et je mets en garde toutes les startups aujourd'hui qui fabriquent des apps. Les apps sont devenues très peu sexy. Hein, je sais qu'il y a encore quelques années, je suis désolé, quoi, en fait, mais je vous disais, hein, Hollywood, il y a quelques années, on faisait des films avec des westerns et c'était super et super tendance. Quand on voit arriver une startup dans la Silicon Valley qui nous dit « je fabrique une app sur mobile », on est là, wow, that's so 2015. Vraiment. C'est absolument. Mais je suis arrivé même à quand je discute avec des mecs dans la Silicon Valley qui me disent ouais, tu te rends compte, c'est super top, ils font un site web. C'est mieux. Ah bon? Bah ouais, les apps, c'est super.
super compliqué, il y a trop d'apps qui se sont développées tous les jours, c'est très difficile de break through the pack, en fait, et de vraiment remonter à la surface quand on développe une app. Les investisseurs, aujourd'hui, dans la Silicon Valley, sont très, très frileux. En gros, si votre stratégie ne repose que sur une app, bien évidemment, vous devez avoir une app. C'est comme un outil, c'est comme si vous faites du sport, vous avez une paire de baskets. Bien évidemment. Mais votre stratégie, vous n'êtes pas... Si vous arrivez en disant j'ai une paire de baskets, ça ne veut pas dire que vous êtes un bon coureur, quoi, grosso modo. Mais donc, il faut vraiment replacer l'app, non pas comme un élément stratégique, mais juste comme une tool. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen indispensable, bien évidemment, qui fait partie de la panoplie, mais qui ne peut pas fondamentalement être le cœur de votre stratégie. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout sexy. C'est très, très compliqué de fabriquer de l'audience. L'acquisition d'utilisateurs sur mobile, les prix ont énormément augmenté, ça coûte très cher, c'est donc cash consuming, comme disent les Américains, pour créer. La viralité est complexe et la rétention est très difficile aussi. Et les chiffres qui sont demandés aujourd'hui aux startups qui fabriquent des apps, le palier est monté très très haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas 500 000 users, personne ne vous considère. C'est vraiment à peu près le seuil. Hein. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas 500 000 users, ça n'existe pas. En termes d'acquisition, il faut que vous soyez capable de prouver que votre acquisition engine est favorable, c'est-à-dire que le prix que vous payez de l'acquisition et le lifetime value, c'est-à-dire l'argent que vous allez générer à partir des users, est positif. Et quand on a des prix d'acquisition qui augmentent, ce n'est pas simple. Et en termes de rétention aujourd'hui, ce qu'on attend en termes de rétention dans la Silicon Valley, c'est que vous dépassiez les 20% de rétention mensuelle. C'est-à-dire que 20% de votre base installée reviennent dans l'application de façon mensuelle. Donc ça monte les chiffres. Et puis le problème aussi, c'est la différence certainement entre la Silicon Valley et l'Europe, c'est que vous avez affaire à des investisseurs qui ont investi dans des startups avec des apps et qui ont donc ces chiffres-là. Je vous donne un exemple. Quand vous allez voir un investisseur dans la Silicon Valley, il a une sorte de modèle, si vous êtes dans le business des apps, il va vous comparer aux autres startups successful. Et la question va être, est-ce que vous faites mieux que, par exemple, Instagram au début, ou est-ce que vous faites moins bien? Il ne va pas vous comparer aujourd'hui. D'ailleurs, vous-même, ne vous comparez jamais à des startups aujourd'hui. Comparez-vous à ces startups quand elles ont commencé au même stade que vous. Mais ces chiffres-là, puisqu'on va demander énormément de métriques aux startups, vont être comparés aux autres startups qui ont été avant vous, et il va falloir que vous ayez des chiffres qui soient supérieurs à elles. Et c'est très difficile. Je peux vous dire que de faire mieux que Instagram, c'est quand même très compliqué. De façon générale, dans la Silicon Valley, vous vendez deux choses. Soit vous vendez du rêve, soit vous vendez des chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous vendez des chiffres, dès lors que vous montrez des chiffres, vous ne pouvez plus vendre de rêve. Le rêve est valorisable. Les chiffres, ce n'est qu'une projection en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Dans le domaine du mobile, il me reste 2 minutes. Bonjour Axel. Axel est là. Dans le domaine du mobile, il n'est plus possible aujourd'hui, dans le domaine des apps, de vendre du rêve. On est revenu à un modèle orienté sur la science et la data, en fait, où vous ne pouvez vendre que des métriques. Vous ne pouvez pas dire, oui, cette app va être révolutionnaire. Non. Quels sont les chiffres? Donc voilà. Et de façon générale, ce qui est intéressant, et c'était ce slide que je voulais présenter, c'est de dire que peut-être que demain, le mobile ne sera pas the last frontier avec l'utilisateur, et qu'il y a des nouvelles interfaces, on a parlé de la voix, il y a un vrai problème de comportement par rapport au mobile. Dans la Silicon Valley, tout le monde en parle, on le voit bien aujourd'hui, aussi dans nos vies, c'est compliqué. Et la Silicon Valley est en train de rechercher de nouvelles interfaces pour dialoguer avec tous ces services et pour manipuler cette data. Et peut-être que cette interface ne sera pas le téléphone, ou sera en tout cas de moins en moins le téléphone. Je vous remercie de votre attention.